Le 58e Super Bowl connaît maintenant ses finalistes. Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco ont rendez-vous dimanche le 11 février à Las Vegas. Fin de la route pour les Ravens de Baltimore et les Lions de Détroit. Est-ce que l'avenir est rose pour les équipes qui ont vu leur rêve mourir avant de se rendre au Super Bowl? Qui remportera le trophée de la recrue de l'année? Qui sera l'entraîneur de l'année? Et qui sera le joueur le plus utile de la NFL? On fait le tour des trophées dans la zone payante. La période de signature des joueurs autonomes arrive à grands pas. Et on vous dresse le portrait des 10 agents libres qui seront les plus convoités. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de la zone payante, la 26e émission de cette saison, la 5e saison de la zone payante. Vous êtes sur Cube, c'est un plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné et je suis accompagné de l'expert football du Journal de Québec et de Montréal que vous voyez avec moi, Stéphane Cadarette. Salut Steph! Salut, hey, tout juste de retour à la maison, puis je m'apprête quasiment à repartir. On appelle ça vivre dans ses valises. Eh oui, c'est incroyable, la belle vie de journaliste. Colin. C'est ça le rêve, tu sais, quand t'es à l'école, puis t'es à l'université, puis là tu te dis, hey, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être plus grand? Puis là, je veux dire, être journaliste, c'est comme couvrir la planète au complet, vivre dans ses valises, être le Tintin du football. Au début, tu te dis, je vais jouer dans la NFL, mais là, j'ai bien vite réalisé après mon parcours secondaire que ça ne marcherait pas. Fait que t'essaies de te rapprocher du rêve, tu sais. Fait que là, t'en parles, en place d'en faire. Ah oui, c'est ça. Mais t'es pas comme Tintin, là. Tintin, il écrivait jamais l'article. Toi, au moins, t'en écris. Puis des bons, là. Je vais pas te flatter dans le sens du poil, là, mais ton voyage à Baltimore fait en sorte que t'as fait des textes formidables. J'invite les gens à aller les lire. Pour vrai, c'était vraiment intéressant. Puis comment ça a été, en fait, là, revenons rapidement sur les matchs, le match que t'as couvert, les matchs de la fin de semaine, en fait. Donc, on le disait, t'étais à Baltimore pour le match Chiefs contre les Ravens. Encore les arbitres qui ont fait gagner les Chiefs. Ah bon, t'es-tu dans ce gang-là, toi? Ben non, pas tout. Pas en fin de semaine, en tout cas. Personne peut dire que c'est les refs qui ont joué dans la game. Non, j'ai pas vu de call controversé. C'est sûr que les fans des Ravens vont peut-être chialer contre une coupe d'appels, mettons, pour rudesse, mais tu sais, il y a pas eu de controverse là. Ça n'a pas été l'histoire du match du tout, là. Tu sais, les Ravens se sont tirés dans le pied. Oui, c'est une belle victoire des Chiefs, mais les Ravens, vraiment, ils ont joué un peu en bully, là, tu sais, ça jouait rough pour rien. Lamar Jackson, ça a été un dur match, tu sais, je pense qu'au milieu du troisième quart, il y avait de quoi comme 60 verges, là. Ça a été pénible. Il y a eu... La bonne nouvelle, c'est que la plus belle histoire de la NFL va faire son chemin jusqu'au Super Bowl. Ah, et ça, non, commence pas. Là. Et ça, là, ça me réchauffe le cœur. Là, de savoir que l'histoire de conte de fées, une histoire là, dont on entend parler, pas assez à mon goût, si tu veux mon avis, là. Je pense que on devrait mettre encore plus l'emphase sur cette belle histoire d'amour qui représente à quelque part aussi le yin et le yang. C'est comme si on, tu sais, l'Israël et la bande de Gaza, tu sais, pour moi, ça va chercher une espèce de paix intérieure. Vraiment, là, c'est un bonheur de voir Travis Kelce, Taylor Swift se rendre au Super Bowl en amoureux. Et j'espère qu'il va y avoir la grande demande lorsque les confettis tomberont du ciel et là, que non, charrie. Mais écoute, premièrement, ils se rendent pas ensemble au Super Bowl. Elle va être à Tokyo, là. Oui. Fait que là, c'est une petite nuance, on en reparlera. Mais là, écoute, t'es-tu tombé pour vrai là, sous le charme de cette idylle? Moi, là, les deux plus belles histoires dans la NFL, c'est le jeune Brock Purdy à sa 2e saison qui sera au Super Bowl. Ouais, ça, c'est beau, ça. Et l'amour qui fait son chemin. L'amour a pris son temps, mais finalement se rendra au Super Bowl. Là, je fais des blagues, là. On le sait, là, que en tant qu'amateur de football, c'est le cauchemar redouté, là. Que là, ça va être... Là, mais c'est pas des blagues. Là, c'est 100% du monde qui va être intéressé au Super Bowl. Ouais. Ça fait juste commencer. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que on a un rôle à jouer en tant que média. Là, on le sait qu'on est dans la parade aussi. Il faut pas se cacher la tête dans le sable. Puis,
Moi, je me fais pas de cachette là, au Super Bowl. C'est certain qu'il va falloir en parler. Puis on va essayer de pas le faire jusqu'à plus soif comme dans certains médias, mais ça va faire partie de la donne. Tu sais, tu peux plus l'éviter. Tous les médias sont là-dessus. Mais écoute, moi, j'espère qu'on va pouvoir focusser sur le match quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, tu sais, j'ai fait un petit sondage rapido sur Twitter l'autre jour après les deux matchs. C'est-tu un match-up qui vous intéresse? Il y en a qui disent oui, mais il y en a quand même pas mal là, qui disent « Ah non, là, c'est redondant, ça a eu lieu il y a 4 ans. » Moi, je suis pas d'accord. On pourra reparler plus du match la semaine prochaine. Exact. Là, finissons, disons, l'autopsie des deux défaites là, rapidement, parce que je pense que il y a beaucoup de choses à dire sur les deux matchs qu'on vient de voir, qu'on a vus en fin de semaine. Je pense que c'est aussi intéressant d'en parler cette semaine parce que ça va donner un peu d'indice à quel genre d'opposition les 49ers et les Chiefs vont pouvoir s'attendre. Premièrement, j'aimerais ça que tu me parles du match des Chiefs. Ils ont quand même donné seulement 10 points. Je vais me dire, ils en ont juste marqué 17, là, puis il y a eu des moments où il faisait pas bien beau. Mais est-ce que la défensive des Chiefs peut gagner le match contre San Francisco de la façon dont on a vu San Francisco remonter contre Détroit, là? Ouais, la défense des Chiefs, là, j'espère que le monde commence à y croire, là, tu sais, on a été tellement habitués dans les dernières années que c'était Mahomes et le reste, là, tu sais, Mahomes qui traînait un peu ce club-là. La défense, tu sais, a toujours été opportuniste, là, celle des Chiefs. Mais c'est-tu les Ravens qui ont pas été bons ou? Non, mais hey, on voit ça depuis le début de l'année. On voit ça depuis le début de l'année. 10 points. Je comprends. Les Ravens ont pas été bons. Finale de conférence. Contre le MVP. Ouais, les Ravens, ce qu'ils ont pas fait, en fait, là, c'est qu'ils ont perdu leur identité. Ils ont vraiment pas établi le jeu au sol. Ils sont pas accrochés. Je pense qu'il y a 5 courses seulement des porteurs de ballon, là. Il faut le faire, là. C'est vraiment, là, décevant de ce côté-là. 3 revirements. Mais ça serait fou de pas donner de mérite à la défense des Chiefs, là. Vraiment, ils appliquent la pression beaucoup. Karl Aftis, on le voit tout le temps dans le champ arrière. Chris Jones, écoute, il y a de quoi là, dans cette équipe-là. Puis la tertiaire qui mérite son dû aussi, là, Snead et McDuffie, c'est tout un duo de demi de coin. Vraiment, là, moi j'y crois à cette défense-là, personnellement. Nick Bolton dans le milieu, c'est parfait. Beaucoup de jeunes aussi dans cette unité-là. C'est prometteur. Tu sais, les Chiefs ne reposent plus seulement sur Pat Mahomes, sont capables de gagner des matchs de différentes façons. Puis ça, ben, quand t'es une équipe, c'est ce que tu veux voir. Ça peut pas toujours tenir du miracle, puis d'une passe à l'arraché, puis d'un angle complètement ridicule. Il y a un moment donné où ça marche pas. Là. Transportons-nous alors dans la baie de San Francisco. Le match qu'on n'attendait pas, là, partir aussi fort pour les Lions, ça a peut-être donné l'impression que les 49ers allaient pas remonter, mais est-ce que c'est la décision de Dan Campbell de pas y aller pour 3 points quand on venait de donner un placement à l'autre côté? Ben, bon, parle-nous un peu de ça, parce que je sais qu'on a eu une discussion, nous deux, sur Twitter, tu sais. Ouais. Moi, j'étais déçu de Dan Campbell, un coach que j'aime bien, qui a pas su s'adapter au moment, mais en même temps, il va-tu se dénaturer, comme tu disais, tu sais, il a fait ça toute l'année, là, aller à des... Ouais. Le problème, c'est le timing, le contexte, tu sais, il l'a fait toute l'année, ça a porté fruit aux Lions, ça leur a permis de développer une culture, une identité plus agressive, tu sais, ça, pour ça, chapeau, puis quand il réussissait, ben on disait, ah, Campbell, c'est un génie, il amène les Lions à un autre niveau. Là, il a raté, mais c'est le contexte que j'aime pas. Tu sais, c'est 3e quart, les Niners sont pas vraiment dans le match, ils perdent par 14 à ce moment-là. Tu t'en vas chercher le placement, tu t'assures de mener par 3 possessions. Tu sais, je pense que c'était important là à ce moment-là de prendre les points. Le 2e placement, ben, c'est pas que je vais le défendre. Là, le 2e, 4e essai, c'est-à-dire plus tard au 4e quart, là. Pas que je veux le défendre, mais je peux comprendre que là, il sentait que l'attaque des Niners reprenait le momentum du match. Puis tu veux essayer de les casser, de briser l'élan d'une façon. Sans défendre la décision, je la comprends. Le 3e quart, ça, je comprends moins, par contre. Parce que tu te serais donné une avance de 17. Ben là, il y en a qui vont dire... donner 3 points. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis là, bon, il y en a qui vont dire le botté, c'était pas assuré qu'il l'aurait eu. Non, mais écoute, tu te donnes les chances là, d'aller chercher ces points-là relativement facilement.
Ça, j'ai de la misère. Mais de là à dire, tu sais, j'en vois qui disent ils ont perdu à cause de lui. Il y a quand même d'autres facteurs. Tu sais, t'as un Josh Reynolds qui a échappé 2 passes. Il y en a eu d'autres moments dans le match, là. Il l'a échappé quand le momentum était parti à cause du... Tu sais, c'est évidemment, là, je dirais jamais qu'un match de football se décide sur un jeu, là. Il y a tout le temps des choses à qui tu repenses, là, mais le momentum, là, je sais qu'on rit de ce mot-là, là, mais ça a switché pas à peu près ce moment-là. Ça a switché vraiment, là, tu sais, fait que, non. Puis combien de fois on en a parlé avec Brandon Staley, avec les Chargers, tu sais, que, oui, être agressif, c'est une chose, c'est bien. De plus en plus d'équipes, là, c'est pas les seuls, là, qui essayent des 4e essais. Mais à un moment donné, prends conscience, douter sur le terrain. Ouais, c'est ça. C'est quoi le pointage? C'est quoi l'allure du match? Tu sais, il y a un contexte qu'il faut considérer au-delà des j'ai vu, tu sais, j'ai vu des choses circuler sur le net, tu sais, puis là, tu voyais, mettons, Dan Campbell habillé en joueur de blackjack, tu sais, qui recevait 20, puis qui disait « hit me », tu sais. Mais c'est un peu ça, là, tu sais, si tu reçois 19, puis la banque a 14, ben peut-être que tu vas rester à 19, là. Mais si tu reçois 18 puis la banque a 20, peut-être que tu vas y aller pour un 3 points pour essayer d'avoir 3 ou 2. Ouais. Il faut s'adapter au contexte, mettons, dans ce cas-ci. Hey, j'aimerais ça que juste rapidement, qu'on fasse un peu le tour de ce qui se passe du côté des entraîneurs-chefs, puis des entraîneurs aussi. J'ai vu plein de monde bouger. On en a parlé un peu la semaine passée. On avait parlé déjà de Harbaugh qui avait signé à Los Angeles. Mais là, c'est comme la vague un peu, la valse des coordonnateurs offensifs, défensifs. Y a-t-il quelque chose d'important qu'il faudrait que tu nous dises à nos auditeurs? Ben, est-ce qu'on avait parlé la semaine passée de Raheem Morris? Là, je me souviens même plus si on était rendu là. Raheem Morris à Atlanta, la nouvelle là-dedans, c'est que ça ferme la porte au nez de Bill Belichick. T'sais, c'était là que c'était le plus sérieux. Il y avait une deuxième entrevue. T'sais, on sentait qu'il y avait un intérêt certain pour lui. Je suis surpris qu'on s'en aille du côté de Morris. J'imagine que là, Belichick, en ce moment, je vois pas, là, tu sais, il ira pas à Washington, il ira pas à Seattle, c'est les 2 dernières ouvertures cette année. Là, il y en a beaucoup qui mentionnent qu'il pourrait aller dans les médias, là, parce que c'est drôle, il y en a beaucoup qui disent, ouais, il est plate, Belichick, il est plate en conférence de presse, mais c'est un gars qui, si tu le mets à télé, dans un rôle plus détendu d'analyste, il va apporter du bon stock, tu peux me croire, là, tu sais. Mais, ça reste que c'est pas ça qu'il veut faire pour l'instant, là. Mais Raheem Morris, mais qu'est-ce qu'il a fait, Raheem Morris, pour... tu sais, je veux pas comme juger Atlanta, mais là, t'as un coach qui a gagné 6-7 Super Bowl, puis t'en as un qui a jamais rien fait, et on va prendre Raheem Morris. Ouais, Raheem Morris, écoute, là, il s'était refait une certaine réputation, parce qu'il avait déjà été coach, lui, quand même, dans les... C'était-tu de 2009 à 2011 avec Tampa? Il me semble que c'était dans ces années-là, là, de mémoire. Puis il avait pas fait de miracle là. Il a droit à une deuxième chance, mais j'aurais aimé à Atlanta quelqu'un qui a un peu plus de prestance, d'autorité pour vraiment changer ce programme-là, cette culture-là. On verra ce que ça va donner. Dave Canales aussi, en Caroline, c'est drôle parce que c'est pas un nom qui était très connu. Il est une seule année comme coordonnateur à l'attaque à Tampa cette saison. Fait que c'est sûr qu'on a vu le bien qu'il a fait à Baker Mayfield, mais il reste que c'est pas beaucoup d'expérience dans un haut niveau de coaching. On dit que c'est un gars qui est très énergique, très positif, apprécié des joueurs. Mais dans un rôle de coach en chef, des fois, là, ça prend peut-être plus. J'ai hâte de voir, mais je suis pas convaincu ça non plus. Puis c'est drôle, je l'avais mentionné, lui, dans mes candidats à surveiller quand on s'était parlé de qu'est-ce qui allait arriver avec les coachs, mais à Seattle. Parce qu'il a passé pas mal d'années dans cette organisation-là avec Pete Carroll. Mais de le voir finir en Caroline, je suis assez surpris. Puis tu me parlais des coordonnateurs, juste faire une tournée rapido, là. Ce que j'ai remarqué, évidemment, c'est Philadelphie. On a été chercher 2 très gros noms. Kellen Moore à l'attaque, qui a fait ses classes avec les Cowboys puis les Chargers l'an passé. Puis Vic Fangio, on en avait parlé là, pour la défense. Ce que ça me dit à Philadelphie, là, c'est qu'on a dit à Nick Sirianni, écoute, là, tu t'entoures très, 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 très bien parce que sinon, c'est toi qui lèves les feutres. Puis ce que ça dit aussi, c'est que l'an prochain, il n'y aura pas long de corde, là, Nick Sirianni, je pense. En tout cas, tu sais, quand tu t'entoures de personnalités fortes comme ça, des noms qui parlent, qui ont résonance à travers la ligue, là,
qui ont déjà eu Fangio a déjà été entraîneur-chef, mais Moore a déjà eu des entrevues aussi là, pour être entraîneur-chef. Ça a besoin de marcher. Ça fait des beaux coachs par intérim, ça. Ça a besoin de marcher vite l'année prochaine. Puis Arthur Smith, mais les partisans des Eagles sont patients, là, si tu te trompes. Ouais. On va être très patient. Ça va y aller. Puis Arthur Smith, qui se ramasse à Pittsburgh comme coordonnateur offensif, il se retrouve du travail, c'est bien, parce qu'il avait bien fait dans ce rôle-là à Tennessee. Tu sais, je pense pas qu'il faut partir du principe que tel head coach a pas eu de succès, donc forcément, il devrait plus reprendre un job comme coordonnateur. C'est souvent dans ces postes-là que les gens sont les meilleurs. Fait que, à voir, mais je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle pour Pittsburgh. Il reste qu'il faut se trouver un corps arrière plus sérieux, je pense, que Kenny Pickett. Merci Stéphane, on s'arrête, on revient tout de suite. Vous êtes sur La Zone Payante, un podcast sur Cube Radio. Vous pouvez nous regarder aussi si vous le souhaitez. On est sur YouTube et sur cube.ca. Alors, vous pouvez nous regarder en version audiovisuelle. Et nous quand vous allez voir Jean-Nic, là, vous voudrez plus avoir juste l'audio. Là. C'est... Oh, toi, tu sais comment me parler. Et on est aussi sur la chaîne Cube. Hein, si vous voulez nous regarder en direct, on est diffusé à 6h le matin le samedi et à 13h le dimanche jusqu'au Super Bowl. Donc, syntonisez la chaîne Cube ou abonnez-vous. Vous pourrez nous regarder. Shout out à tous ceux qui nous écoutent le samedi à 6h. Vous avez tout mon respect, vous êtes des vrais. Mais sauf qu'à 6h, c'est un très bon moment pour avoir la paix et regarder quelque chose pendant que tout le monde est couché. Et voilà. Alors, je le suggère. Bon. J'aimerais ça, Steph, qu'on passe à travers les awards, les prix qui vont être remis la semaine prochaine, jeudi. Ouais. Si tu veux bien, on va les passer un par un. On va commencer par... on vient de parler des coordonnateurs dans l'autre bloc sur les actualités de la NFL. J'aimerais ça que tu me parles des assistants coachs qui risquent de remporter le prix du meilleur assistant coach de l'année. Voici les nominés. Les nommés, il y a Ben Johnson, pas le coureur, mais bien le coordonnateur offensif des Lions, qui a annoncé d'ailleurs qu'il resterait avec les Lions. Ouais, les très Lions bonne nouvelle pour Détroit, ça. Mike McDonald, qui est le DC des Ravens. Todd Monken, qui est lui le coordonnateur offensif des Ravens. Jim Schwartz, qui a mené la défensive des Browns à un nouveau niveau. Et Bobby Slowick, qui lui est avec les Texans, et on sait comment leur saison s'est terminée, ce qu'il a fait de CJ Stroud. Qui, d'après toi, devrait remporter le prix d'assistant coach de l'année ou meilleur coordonnateur de l'année? Si tu me demandes une prédiction, moi j'irais pour Mike McDonald avec les Ravens. Là, ça a été. Là, il y a une chose avant que je veux mettre au clair. Les honneurs sont décernés pour la saison régulière. Évidemment. Fait que, non, mais il faut le préciser parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, tu vu ça, la job qu'ils ont faite en fin de semaine ou quoi que ce soit, ou la semaine passée en série, telle équipe a été pourrie. » Il faut s'enlever ça de la tête, ça ne compte pas. Fait que c'est juste une petite mise au point en partant, mais Mike McDonald qui a fait vraiment du bon travail avec cette défense-là. Son numéro 1, les Ravens, dans plusieurs catégories, que ce soit les sacs, les revirements, les points accordés, tu sais, c'est des catégories très importantes. Fait que moi, je pense qu'il va l'emporter, mais il y a un nom qui est pas dans la liste, puis évidemment qui peut pas gagner, mais moi, j'aurais mis Steve Spagnuolo là-dedans. Je pense que Spags, les joueurs se défoncent pour lui. Il fallait les voir dans le vestiaire après le match à Baltimore. Ils portaient leur chandail. Là. In Spags, we trust. C'était beau à voir. Il y a une symbiose là-bas en ce moment, puis il fait vraiment du très bon travail depuis le début de l'année. Donc, toi, tu vois Monken gagner? Pas Monken, Mike McDonald en défense. Ah, Mike McDonald, pardon, oui, Mike McDonald. Moi, je vais y aller avec Jim Schwartz. Je pense que Schwartz il jouit d'un aura juste parce que il fait longtemps qu'il est dans la ligue, puis je pense que ça va être son année où il va gagner quelque chose. J'y vais avec Jim Schwartz. Coach de l'année, Dan Campbell à Détroit, John Harbaugh à Baltimore, DeMeco Ryan à Houston, Kyle Shanahan à San Francisco ou Kevin Stefanski à Cleveland. Qui, pour toi, va remporter le titre de coach de l'année?
La grosse hésitation dans mon cas, c'est Stefanski puis DeMeco Ryans. Tu sais, DeMeco Ryans, il jouit d'une belle cote de popularité parce que c'est incroyable le revirement qu'il y a eu avec cette équipe-là, là, les Texans. On parle d'une saison de 3 victoires l'an passé, là, 10-7, champion de division, playoff. Tu sais, c'est énorme là, comment il a retourné de cette équipe-là. Mon choix, par contre, ce serait Kevin Stefanski. Pourquoi? Parce qu'il a dealé avec 4 corps arrière. Parce qu'il a dealé avec la blessure du leader dans ce vestiaire-là et un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue en Nick Chubb. Parce qu'il était rendu avec ses 4e et 5e bloqueurs dans le depth chart. Je voudrais bien voir beaucoup d'équipes survivre à un hécatombe comme ça, là. Ça serait les bloqueurs et les corps arrière là, qui se feraient tuer là, dans un contexte normal. Donc, Stefanski, non seulement a maintenu l'équipe compétitive, mais les Browns ont vraiment accompli beaucoup cette année. Là. Encore là, je rappelle, on oublie la sortie rapide en série. Pour moi, c'est tout un travail quand ton club s'effondre comme ça. Combien de fois on entend « Ouais, tel club, c'était bon, mais l'année prochaine, là, ils ont eu tellement de blessures que l'année prochaine, ça va être mieux. » Mais il a fait la job l'année même, là, lui. Là. Fait que chapeau pour ça. Je pense aussi que Stefanski va gagner pour les raisons que tu viens de dire, mais je compterais pas pour battu John Harbaugh, là. Mm-hmm. Parce que John Harbaugh aussi, ils ont eu quand même beaucoup de blessures à Baltimore. Ils ont quand même fini devant tout le monde à Baltimore. Tu sais, ils ont quand même eu le first seed là, dans la conférence. Je voyais que Stefanski, parce que souvent on récompense là, une fiche tu sais, qui était perdante l'année d'avant, puis un revirement, tout ça. Mais John Harbaugh, pour moi, je pense qu'il aurait mon vote cette année. On va y aller avec la recrue de l'année en défensive. Ah, en défense, oui. Ouais. On va commencer. Il y a Will Anderson, qui est une recrue cette année. Je suis fou, Will Anderson? Oui, évidemment, oui, c'est recrue de l'année. C'est une recrue, oui. Oui, excuse-moi. Recrue de l'année, je ne peux pas joueur de défense. Donc, la recrue de l'année en défensive. Will Anderson, Jalen Carter à Philadelphie, Joey Porter à Pittsburgh, Kobe Turner avec les Rams et Devin Witherspoon avec les Seahawks. Qui de ces 5, d'après toi, va remporter moi, en tout cas, c'est Will Anderson, à mon avis, là. Oui, moi aussi. C'est pour ça, tu sais, j'hésitais. Je me dis, c'est pour le joueur défensif de l'année. Mais non, écoute, lui, il a eu toute une année, le Will Anderson. Ouais, ben, tu sais, ce que j'aime le plus de lui, c'est qu'il est vraiment sur une pente ascendante. Tu sais, 5 de ses 7 sacs lors des 6 derniers matchs. Fait que tu vois, là, qu'il a pogné à twist pas mal. Puis, c'est plus que les sacs qu'il faut récompenser. Moi, la statistique que je surveille le plus, c'est les pressions. Parce que les pressions, ça veut dire que t'es d'en face du corps. Peut-être que t'as pas eu le sac, mais tu l'as dérangé, t'as peut-être fait dévier la trajectoire d'une passe, t'as peut-être complètement coupé son couloir de vision, tu sais. Fait que 59 pressions du côté de Will Anderson pour une première année, c'est vraiment excellent. Puis le seul, je pense, qui pourrait le menacer pour ce titre-là, c'est Kobe Turner avec les Rams. Il est moins connu parce qu'il joue dans l'ombre d'Aaron Donald. Il joue à la même position, le plaqueur défensif. Mais écoute, 9 sacs du corps, 8 plaqués pour des pertes cette année. Je pense qu'on va en entendre parler beaucoup dans les prochaines années. Recrue de l'année dans le territoire. Maintenant, pour l'offense, c'est difficile de traduire ça sur le fly, là. Offensive Rookie of the Year, la recrue de l'année à l'attaque. Est-ce que c'est Jahmyr Gibb avec les Lions de Détroit? Est-ce que c'est Sam Laporta avec les Lions de Détroit, le tight end? Est-ce que c'est Puka Nacua avec les Rams? Bijan Robinson avec les Falcons? Ou est-ce que les Texans vont faire un doublé avec CJ Stroud au poste de corps arrière? Oui, monsieur CJ Stroud, je pense que là, pour moi, c'est un choix évident, même si c'est malheureux, là, parce que, malheureux pour les autres, là, j'entends. Écoute, il y avait du bon stock cette année à l'attaque, là, les recrues. Puka Nacua, tu sais, c'est une saison inimaginable. Tu penses pas qu'il peut le coiffer, Nacua? Non, hein? C'est un QB. Stroud, un QB, tu sais, ça l'a fait voir populaire tout le temps. Puis ça reste que, écoute, comme j'en parlais tantôt, le revirement de situation à Houston a été extraordinaire. Mais tu sais, Nacua, record de réception, record de verge pour une recrue. Puis on oublie quasiment là-dedans Sam Laporta. C'est fou, là. Sam Laporta, n'importe quelle autre année, il pourrait être recrue de l'année, là. Il a été un ailier rapproché extraordinaire.
Les Lions en ont un bon entre les mains. Fait que c'est ça. Il y avait de la grosse compétition, mais je pense que personne n'arrive à détrôner Stroud. Le joueur défensif de l'année dans la NFL, est-ce que c'est ça Darren Bland avec les Cowboys, Monsieur Interception, mais Max Crosby avec les Raiders, Myles Garrett avec les Browns, Micah Parsons qui a pas fini la saison comme il a commencé, et TJ Watt avec les Steelers qui pourrait donc essayer de concurrencer Darren Bland. Est-ce que toi tu favorises un ou l'autre de ces joueurs? Ouais, ben, c'est la catégorie, moi, qui me donne le plus de misère, là, personnellement, parce que je trouve là-dedans qu'il y en a facilement 3 qui pourraient le gagner. Moi, j'y vais avec TJ Watt. Je comprends que les sacs, ça doit pas être la seule stat qui est considérée, là, tu sais, mais 19 sacs, c'est vraiment quelque chose comme saison. Puis, c'est la 3e fois qu'il termine au premier rang pour les sacs. C'est une première, ça, dans l'histoire de la NFL. Je pense que ça va être considéré. Il n'y a pas un joueur qui a réussi ça auparavant 3 fois. Il y a eu des meilleurs joueurs pour les pressions. Tu sais, il est quand même 7e avec 86 pressions. Micah Parsons, entre autres, qui en a 103. Ça va être considéré aussi, c'est sûr et certain. Fait que pour moi, Parsons, TJ Watt et Myles Garrett. Tu sais, Myles Garrett, là, 14 sacs, 17 plaqués pour des pertes. C'est certain que ça va être pas mal nez à nez, je pense, entre ces deux-là. Puis Micah Parsons, pas loin derrière non plus. TJ Watt, par curiosité. Darren Bland, il a fait combien d'interceptions cette année? Je pense que c'est 9, mais c'est les pick six surtout, c'est phénoménal. Il y a 5 pick six. Tu sais, c'est sûr que ça aussi, ça frappe l'imaginaire. Mais si tu dis de quel joueur là-dedans on peut pas se passer, je pense que si les Steelers ont pas TJ Watt, sont tout simplement très, très, très ordinaires cette année. Écoute, Darren Bland, il y a un certain moment dans l'année où je me suis dit il va être dur à détrôner comme joueur défensif de l'année. Mm-hmm. C'est sûr que TJ Watt, c'est parce que lui, il peut changer un match à lui tout seul. Tu sais, un fumble, un gros sac de 18 verges, mais écoute, moi, je pense que je vais y aller avec Darren Bland. Ce qu'il a accompli cette année, c'est spectaculaire. Pendant l'année, je l'ai regardé jouer, puis je pense quand même que c'était un demi qui était capable de faire la différence dans un match. Je vais y aller avec Darren Bland. OK. Joueur offensif de l'année, maintenant, dans la NFL, est-ce que c'est Dak Prescott, Christian McCaffrey, CeeDee Lamb, Lamar Jackson ou Tyreek Hill? Ouais, là, le débat, d'après moi, ça va être entre McCaffrey et Tyreek Hill. Moi, j'y vais avec McCaffrey. Mais pourquoi que Lamar Jackson et Prescott sont là tant qu'à ça, tu sais? Ben, écoute, Lamar Jackson, probablement que c'est le côté dynamique de passe et course, là, tu sais. J'imagine que c'est un peu pour ça qu'on le rentre là-dedans. Mais c'est ça. McCaffrey, là, c'est le seul cette année qui termine avec plus de 2000 verges au total. Au total, là, ça passe et course, là. Écoute, 300 verges de plus. C'est bizarre quand même, cette catégorie-là, parce que tu te dis... Ouais, mais il faut qu'il y en ait un, là. Ouais, mais tu dis... Ouais, mais tu sais, Lamar Jackson, tant qu'à ça, moi aussi, je pense que c'est McCaffrey qui va gagner le joueur offensif de l'année, mais... Mais tu sais, devrait être... si un tel est MVP, pourquoi il est pas offensif? Ben, c'est ça. Je comprends, ouais, mais... Écoute, c'est peut-être une façon de distribuer de l'amour un peu, là, mais tu sais... Mais tant qu'à ça, mettez-les pas en nomination, là. Ou mettez-les même pas sur tu sais, mettez pas les QB sur l'affiche, là. En fait, c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai souvent dit, moi, que ça devrait être le meilleur joueur qui est pas un corps arrière. Tu sais... c'est un peu niaiseux à dire de même, mais le MVP étant toujours un corps arrière, tu sais, écoute, là, c'est quoi? Je pense que c'est 15 des 16 derniers MVP qui sont des corps arrière. On se doute que cette année, ça va être encore le cas. À ce compte-là, assure-toi que le joueur offensif de l'année, ben, il n'y en a pas de corps arrière en nomination. Fait que là, tu peux aller récompenser toutes les autres positions. Mais en tout cas, c'est sûr que je comprends là, ce que tu veux dire, mais faut que t'en nommes un, puis là, ben moi, c'est ça. C'est mon choix parce que je trouve tout simplement qu'il est trop utile à toutes les sauces avec San Francisco. J'hésite un peu avec Tyreek Hill. Tu sais, si Tyreek Hill avait eu l'élan qu'il y avait au début de l'année, il s'enlignait clairement pour 2000 verges. Je
pense qu'à cause de la rareté de la chose, il aurait fallu aller vers lui. Mais il s'est calmé beaucoup avec sa blessure à la cheville en fin d'année. Ça a été moins productif, on peut comprendre. Mais là, McCaffrey, pour moi, le coiffe au fil d'arrivée. Moi aussi, McCaffrey pour le joueur. Mais le joueur le plus utile à son équipe, il y a 3 des joueurs qui étaient dans la catégorie meilleur joueur à l'attaque qui se retrouvent dans en nommé pour être joueur de l'année. Lamar Jackson, Dak Prescott, Christian McCaffrey, Brock Purdy et Josh Allen qui sont en compétition pour le MVP. Ouais, là, mon choix aurait été populaire il y a un mois. Il va l'être moins à cause des séries, mais moi, c'est Lamar Jackson. Faut toujours considérer ses 820 verges au sol, c'est énorme. 5 touchés de plus, ça fait 29 touchés au total. Tu sais, c'est lui l'attaque des Ravens. Là. Il y a encore eu plein de blessures au poste de porteur cette année. 3600 verges par la passe. Puis ce que j'ai aimé, c'est drôle parce que là, il a pas été à son meilleur contre les Chiefs, mais en saison régulière, les Ravens avaient un calendrier très, très, très difficile, honnêtement. Là. 13 matchs contre des équipes avec des fiches gagnantes. Sa fiche, lui, a été de 10-3 dans ces matchs-là. Il a été à son meilleur contre les meilleurs. Ça, pour moi, c'est la définition du joueur le plus utile. Puis on le voit depuis l'an passé. Lamar, l'année passée, il était pas là un bout. Puis Tyler Huntley, ça a été très difficile. On l'a vu au dernier match cette année contre Pittsburgh. Les Ravens, sans Lamar, l'attaque fonctionne 0. Je pense que Lamar va être un choix presque unanime cette année. Là, Dak Prescott n'a pas réussi à bien finir la saison régulière. Brock Purdy est encore sous-estimé ou mésestimé. Josh Allen, il a quand même une saison en dents de scie. Ben, tu sais, il a été très efficace, Allen, mais beaucoup trop de revirements, je pense. C'est ça, ouais. OK, donc on s'entend pour la plupart des choix, mon cher. On va voir. Il y a juste le comeback player, le retour de l'année. Mais ça a déjà été remis, non? Non. Non, à moins que je me trompe, là. Je pensais que ça avait déjà été remis à Damar Hamlin. Mais tu sais, ça risque d'être lui, si tu me demandes ma prédiction, parce que ça va être un choix sentimental, mais moi, mon argument, c'est que oui, je comprends, c'est extraordinaire qu'il soit revenu au jeu, puis j'étais le premier l'année passée à être bien émotif dans son cas. Moi, je voulais qu'il survive, je voulais qu'il puisse revenir avec les Bills, mais tu sais, il reste que son impact a été minime, voire inexistant, là, cette saison. Fait que j'irais avec Joe Flacco. Ben, écoute, là, Damar Hamlin, il est mort, puis là, il a joué cette année. Tu sais, je comprends que il a pas joué tant que ça, là. Il a joué pas assez de snaps pour être significatif, puis il était au mieux un special teamer. Ah, c'est extraordinaire son histoire, là. Je suis avec toi. Tout ce qu'il y a à faire pour se rendre là, c'est quand même pas banal, là, tu sais. Fait que qu'il fasse partie d'une équipe qui a été là toute l'année. Joe Flacco, ben, tu sais, il a joué 10 matchs ou, je sais pas, 8 matchs. Il y a ça qui va nuire à sa candidature. Puis de toute façon, on en parle, mais c'est clair. Tu sais, tu me demandes mon choix, là, mais qui va gagner? C'est sûr que c'est Damar Hamlin. Ça... Mais toi, Joe Flacco, l'histoire quand même intéressante. Un gars oui. Parce que le comeback, à un moment donné, il va falloir préciser aussi c'est quoi le comeback, là, parce que, tu sais, Joe Flacco, il comeback, oui puis non, là. Je veux dire, il était Flacco, juste pas signé. Il a réagi, justement, là, vu que tu amènes ce point-là. Il s'est fait demander comment il trouvait ça d'être en nomination, puis il a dit, en fait, je sais pas, je reviens de quoi? Il dit, je reviens d'être vieux, puis d'être chez nous sur mon divan. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça quand même bien qu'ils le disent de même. Je reviens d'être vieux. I'm coming back from being old. OK, j'avais pas vu. C'est comme, j'ai trouvé ça drôle, là, tu sais, il l'a bien pris, c'était drôle, bien amené. C'est vrai que c'est en tout cas, bonne chance à tous les gens en liste. D'ailleurs, le Comeback of the Year, c'est quand même un trophée intéressant à suivre, parce que c'est des belles histoires. On fait une pause, on revient tout de suite après, bougez pas. Question du public. Vous êtes à la zone payante. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette. Steph, c'est le temps des questions du public. Yes! Là, on en a pas mal cette semaine. On va essayer de toutes les passer. C'est le fun, là. On a un peu plus de temps, quoique pas tant que ça. On est bavard, ça n'a pas de sens. Ah, le monde, il nous aime comme ça. Ça nous rend attachants.
On va commencer par Thomas de Bordeaux. Allez, Thomas. Bonjour, messieurs. On a vécu 2 beaux matchs en finale de conférence. Ça, c'est vrai, par exemple. On a eu vraiment des bonnes games en finale de conférence. Ça fait du bien. Avec 1-2 de bonnes prédictions pour Stéphane et un score parfait pour Jean-Nicolas. Mais là, j'avais pas le choix, moi, parce que j'avais déjà dit ça. Non, mais... Jean-Nic. Non, mais je vais le dire en fausse... Non, mais c'est pas de la fausse modestie. C'est que j'avais déjà prévu la finale San Francisco contre les Chiefs. Fait que je pouvais pas prendre autrement pour cette fois-ci. Ah, il y a des fois qu'on change d'idée quand on arrive sur le moment, puis là, on se pose trop, on suranalyse les choses, puis t'as eu le mérite de rester avec tes convictions. Moi, je te félicite, un beau 10-12 en série, là, faut le faire. C'est vrai. 10-12 en série, merci. Et sinon, les nouvelles musiques de fond sonore du balado, ben oui, on a de la nouvelle musique. T'as-tu remarqué ça, Steph? Au moins, t'écoutes-tu ton propre produit? Oui, mais moi, j'adore là, la musique. C'est toi qui choisis, j'imagine. Je sais, oui, exactement. Donc, j'ai changé les thèmes en compagnie de notre monteur, Philippe Séguin, que je salue, qui, donc, on a en effet un nouveau thème, mais je vous invite à le commenter si vous le souhaitez. La prochaine innovation, je veux dire, c'est que non seulement tu choisis les nouveaux thèmes, mais tu les joues. C'est pas fou. Avec mes gits, là? Ouais. J'ai souvent vu des gits en background, puis je me suis dit, Jean-Nic, à un moment donné, il va nous faire un thème là complètement sauté. Je suis pas game. Bon, maintenant, les experts de la NFL, une question que toute l'Amérique se pose. Taylor Swift a 4 concerts prévus à Tokyo en février, le dernier programmé le samedi 10 février à 18h, heure locale. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourra-t-elle arriver à temps à Las Vegas pour soutenir son amoureux, Travis, et ainsi assister au Super Bowl 58? Ouais, puis tout le monde sait que Travis Kelce était rien avant Taylor Swift, hein? Non, il l'a mis Taylor Swift a mis Travis Kelce sur la map, monsieur. C'est ça, là. C'était pas un joueur de football sérieux, là. Est-ce que Taylor Swift va assister au Super Bowl? Écoute, là, j'ai fait des petites recherches parce que j'étais pas au courant de son agenda. Elle a un show, effectivement, le 10 février à Tokyo, avec un beau 17 heures de décalage, mais en avance pour elle. Ça lui donne une chance à Taylor, là, dans sa course contre la montre. Elle va monter sur scène, semble-t-il que ses shows, c'est pas mal rodé au quart de tour. C'est pas comme Axl Rose qui peut arriver à minuit et quart, là. Elle, semble-t-il qu'à 20h tapant, elle est sur le stage. Donc, à 3h du matin à Vegas. Son spectacle dure, il paraît en moyenne 3h30. À 3h du matin le vendredi. Oui, exact. C'est ça. Oublie pas le 17 heures d'avance, là. Son spectacle dure 3h30 en moyenne, on la félicite. Non, dans le fond, dans la nuit de vendredi à samedi. Fait qu'elle, dans le fond, elle monte sur le stage, puis le monde dort dans la même journée. Ouais, ben remarque que le monde dort pas tant à Vegas, là, mais c'est un bon point. Je comprends ce que tu veux dire. 3h30 de spectacle, puis le vol dure environ 12 heures. Fait que je pense qu'elle va être là. Elle va être là. Elle va être là, puis là, il y en a qui soulignent que, tu sais, ça pollue terrible, tout ça. Taylor Swift a pris son jet privé, il paraît, 170 fois entre janvier 2022 et juin 2022. Fait qu'une fois de plus ou de moins, j'en ai. Bon point. Hey, puis elle est à Melbourne le 16 février pour ceux que ça intéresse, qui voudraient se faire un petit week-end ou quelque chose. C'est loin, là, mais bon, Melbourne. Fait que, tu sais, Melbourne, Tokyo, Vegas, Melbourne, et quoi d'autre après? Écoute, que d'aventure. Hey! Tu l'as retrouvé? Ben attends, j'ai fait un saut. Oui, j'ai vu ça. Excellent. OK, salut à vous deux. De tous les Super Bowls, lequel a été votre préféré? Jérôme, qui nous pose la question. Jérôme Jacques, merci. Il nous écrit souvent, lui aussi, c'est dans nos fidèles. J'ai une préférence personnelle parce que j'étais là, c'était mon deuxième, moi, le Super Bowl 47, Ravens-Niners. Premièrement, excellent match. Deuxièmement, c'était à la Nouvelle-Orléans, une ville que j'ai adorée. J'espère que l'an prochain, je suis encore sur le beat NFL
puis que j'aurai la chance d'y aller parce que c'est à Nouvelle-Orléans l'an prochain. J'ai déjà hâte si, en tout cas, ça se poursuit, ma vie de rêve. Ouais, c'est pas mal un Super Bowl qui m'avait marqué pour tout ça. Mais sinon, le fameux Super Bowl entre les Seahawks et les Pats, c'est dur de passer à côté. Non, ça c'est pourri. Non, je suis pas d'accord. Bon. Toi, t'en as-tu un? Oui, mais moi, c'est sûr que c'est le catch de David Tyree, là. Ah, quand même, ça, c'était bon. Ben oui, c'était très bon, ça. Ça, c'est quel Super Bowl, ça? Ben, c'est 2007. Je me souviens pas du chiffre, là, mais c'était 2007. C'était la saison parfaite des Pats. Oui, ça c'est mon match. Ça, c'est mon match de Super Bowl fantastique, là. Le catch de David Tyree. J'étais à Paris dans une chambre d'hôtel. Je regardais ce match-là en plein milieu de la nuit. Puis j'ai hurlé quand ce catch-là a été fait. Puis je me suis fait presque faire mettre dehors de l'hôtel, mais ça valait la peine. Yes. Je te le dis. Frédéric Carrière, si vous mettez les deux dans leur prime, vous prenez Mahomes ou Brady pour gagner le match ultime? Oh, ça... C'est BPM qui a posé ces questions-là à ses auditeurs. Ah, OK. C'est jamais évident, ce genre de questions-là. Tu sais, Mahomes est plus spectaculaire, mais Brady a montré année après année après année pendant plus de 20 ans que c'était l'homme de la situation. Je suis pas capable de passer par-dessus. Je sais que tu détestes le choix. Non, mais c'est pas que je déteste le choix, c'est que c'est une question un peu... C'est hypothétique, là, parce que... Ben, écoute, c'est hypothétique, puis c'est... Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais dans le match-up entre les deux au Super Bowl, c'est Brady qui a gagné. Ouais, mais là... Regarde, peu importe, je prends Brady pour la longévité, pour le côté. Dans un match de Super Bowl, je suis confiant, mais écoute, je serais très heureux avec Mahomes, pareil. Très, très, très heureux. C'est une question de Frédéric. Et maintenant, on va à Pierre Roibon. Quelle équipe a le plus de cap space? Et qui sont les 10 meilleurs free agents? Ça m'a l'air d'être un Français, ça, Pierre Roibon, là. Oui, je pense que oui. Des free agents. C'est louche. Ouais. Pour répondre à la question de Pierre, merci. Le plus d'espace sous le cap salarial, c'est Washington, les heureux gagnants cette année. Ils ont 83 millions à dépenser au moment où on se parle. La situation peut changer d'ici mars, pour le mieux ou pour le pire, là, ça on le sait jamais, dépendant des contrats. Puis sinon, ben je te nomme, sans te nommer les 4 qui restent, là, mais les équipes qui ont le plus à dépenser ensuite après eux, c'est Tennessee, Nouvelle-Angleterre, Houston et Indy. Fait que Houston sont très jeunes, il faut qu'ils poursuivent le cours jeunesse, mais ils ont une chance quand même de s'aider à des positions où il y a des trous, puis de vraiment se cimenter rapidement là, ce qu'ils sont en train de faire. Puis Nouvelle-Angleterre, en plus, c'est le fun parce qu'ils vont pouvoir donner un gros contrat à Mac Jones. Ah, et en plus. Hey, ça, c'est un gros contrat. Au moins 50 millions par année. Là, j'espère. Hey, c'est ça le marché des corps arrière. Hein. Exact. Justement, parmi les agents libres, je veux pas y aller nécessairement d'1 à 10, là, mais tu sais, les positions là où il va y avoir le plus de mouvement. Corps arrière, Kirk Cousins qui est agent libre et Baker Mayfield. Ça, je pense que c'est pas mal les deux gros noms à surveiller. Mais là, Baker Mayfield, il a déjà dit qu'il re-signerait à tout point qu'il va re-signer à Tampa Bay. Ben, Cousins, c'est pareil. Il a souvent dit qu'il se reverrait au Minnesota, mais là, c'est l'âge, la blessure, on verra. Puis il demande 90 millions pour 2 ans. C'est des rumeurs, ça, là. Je sais pas si c'est vrai, là. Mais bon. Tu as raison. Là c'est la saison du n'importe quoi, là. Là, après ça, la ligne défensive, c'est là, je pense qu'il y a le plus de joueurs à surveiller. Chris Jones avec les Chiefs, évidemment. Que là, ça, c'est le nom, là. Justin Madubuike avec les Ravens, je vous en parlais la semaine passée. C'est un plaqueur qui a eu 13 sacs cette année. Là, lui, il va gagner des millions et des millions. Christian Wilkins à Miami, qui devrait décrocher un gros contrat aussi. Au niveau des ailiers défensifs, Josh Allen, l'autre, pas le corps arrière évidemment, mais celui des Jaguars. Et Daniel Hunter des Vikings, qui est un gars qui a toujours 16 sacs par année, là, c'est une machine, mais les Vikings qui semblent dans un mouvement jeunesse en défense, donc ça reste à voir. Je te nomme des noms rapidement. Receveur, Mike Evans, T. Higgins, je pense que ça va être les 2 noms à surveiller. Porteur de ballon, Saquon Barkley, Josh Jacobs et le roi Henry. C'est quand même pas rien. J'ai hâte de voir ça parce que les porteurs ont vraiment, vraiment pas la cote ces années-ci sur le marché des agents libres.
Puis, 2 demi de coin que je vous dirais de surveiller. Jalen Johnson avec les Bears, qui est vraiment un bon jeune demi de coin. Puis même chose avec Snead du côté des Chiefs. Ah oui, Snead va être agent libre. Ouais. On va rejoindre P.L. Rusovski, un de nos bons aussi auditeurs. Imputez-vous partiellement la défaite des Lions à Dan Campbell pour toutes ses 4e essais en laissant sur le terrain des 3 points qui auraient été fort utiles en fin de match. Ouais, ben on a parlé, fait que je vais aller vite là-dessus, là, mais parce qu'on a un peu répondu dans notre intro. Mais moi, c'est surtout le premier field goal. Le premier 4e essai, je sais pas pourquoi je parle toujours de placement, mais qui fait mal. Puis, il y a une autre erreur dont le monde ne parle pas trop, mais moi, j'ai trouvé ça spécial qui court en 3e essai à la porte des buts alors que là, fallait que tu gardes tes temps d'arrêt. Il était obligé de prendre un temps d'arrêt après la course qui a pas fonctionné. C'est quelques petites erreurs là, de décision de Campbell, mais écoute, dans l'ensemble de l'œuvre, il reste qu'il y a eu pas mal plus de positifs pour lui avec les Lions que de négatifs. Arsène qui nous pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu un Super Bowl Revenge aussi peu enthousiasmant que cette année pour l'ensemble de la communauté football? Peut-être que celui de Buffalo-Dallas en 94 devait être de la même trempe. Ouais, ben je comprends ce qu'il veut dire, mais... Pourquoi un revenge? Ben c'est parce que c'est le Super Bowl d'il y a 4 ans, là, 2019, San Francisco. Ouais, KC. mais tu sais, il y a quasiment plus de joueurs de San Francisco qui étaient là il y a 4 ans. Il reste juste 12 joueurs, je pense, au total dans 2 équipes qui sont encore là. C'est fou comment ça bouge vite au football, là. Ça, je le dis sous toute réserve, là, mais il me semble que j'ai vu ça passer, là. Fait que c'est complètement nouveau. Moi, je comprends pas qu'il y a, tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas d'intérêt, que c'est pas enthousiasmant comme match, je pense que ça vient peut-être des gens qui commencent à avoir une écœurite aiguë des Chiefs, comme il y a eu dans les années passées une écœurite aiguë des Pats. J'ai l'impression que ça tient de ça. Les équipes qui ont beaucoup de succès, qui sont là souvent. Mais moi, personnellement, le match-up m'enthousiasme beaucoup. Ouais, moi aussi. Luc, comment expliquer la débâcle de Baltimore et que dire des décisions de convertir le 4e essai plutôt que de botter le 3 points? Le botteur des Lions est-il si peu fiable? Le botteur des Lions, juste pour finir là-dessus une fois pour toutes, correct, là, c'est pas un grand botteur, tu sais, il a eu de la misère dans les dernières années, il s'est promené à travers quelques équipes, fait que tu sais, c'est pas un botteur ultra fiable, mais je pense pas que c'est ça qui a influencé tant que ça le cours de décision, là. Puis les Ravens, j'ai trouvé, moi, qu'ils avaient été très indisciplinés, ils jouaient un peu comme des bullies, là, tu sais, ça a commencé même avant le match, l'histoire avec Justin Tucker, qui veut pas céder sa place dans la zone des buts à l'échauffement, puis tu sais, c'était un peu spécial, puis le manque total d'implication dans le jeu au sol, je pense que ça explique beaucoup pourquoi les Ravens n'ont pas été les Ravens. Félix, salut. Je me demandais quelle équipe a fait la meilleure embauche d'entraîneur ou de coordonnateur depuis la fin de la saison. Mais même, j'ai ajouté une petite sous-question à Félix. Bon, elle était peut-être un peu compliquée, je veux pas te prendre les culottes baissées, là, mais qui a fait la meilleure embauche depuis la fin de la saison, mais qui, après, on se rend compte qu'il avait fait la meilleure embauche avant la saison précédente? Jim Harbaugh, là, pour moi, chez les Chargers, j'en parlais un peu la semaine passée, je veux pas me répéter trop, mais il était temps qu'il frappe un grand coup. C'est une franchise un peu anonyme à Los Angeles, il se passe rien, t'es les seconds violons depuis que t'es arrivé là. Là, ça amène quelque chose, je trouve, ça shake les fondations. Donc, pour moi, ça, c'est sans équivoque cette année. Puis l'an passé, là, les nouveaux entraîneurs de l'an passé... C'est une question difficile, là, j'avoue. Là. Moi, non, j'aurais pu peut-être quasiment dire... tu sais, au même moment, l'année passée, là, on se disait que c'était Vic Fangio. Là. Les Dolphins avaient fait le plus gros move de l'entre-saison. C'était même pas les joueurs qui avaient signé, c'était Vic Fangio. Puis là, après un an, il est parti. Ouais, c'est ça. Là, puis sinon, écoute, les entraîneurs-chefs, je regarde vite. Shane Steichen, je pense, avec les Colts, ça a été une bonne décision. Là, il a fait beaucoup avec pas tant que ça cette année. Il y a pas si longtemps que ça, il était dans la conversation pour l'entraîneur de l'année. S'il avait fait les playoffs, clairement qu'il l'aurait été. Là.
Oui, exactement. C'est tout ce qui manquait. Puis on cognait à la porte jusqu'à la fin. Exact. Avec un corps comme Gardner Minshew, avec un effectif qui est bon, mais qui est pas extraordinaire non plus. L'année passée, les Colts étaient en perdition. Fait que moi, ça serait ça. Lauriane, vous aviez tous les deux pronostiqué les 49ers au Super Bowl. J'étais moins confiante que vous sur mon équipe. Bon, ça, c'est une façon de se vanter qu'elle prend pour les 49ers et que son équipe est au Super Bowl. Bravo, Lauriane. Quelles sont leurs chances, selon vous, de gagner la bague? Ah, mais non, on donnera pas nos prédictions cette semaine, là, Lauriane. Oublie ça. Ah. Ils donnent l'impression de jouer qu'une mi-temps sur 2 depuis leur match contre les Packers. Comment expliquer cette perdition en première période? On donnera pas nos prédictions, mais c'est évident que les Niners, s'ils sont là, c'est qu'ils ont des bonnes chances. Là. Je pense que les deux équipes ont autant de chances l'une que l'autre. Ils ont des chances aussi parce que les Chiefs ont quand même de la misère à arrêter le jeu au sol, ce qui est la spécialité de Shanahan et de Christian McCaffrey. Mais les lents départs, effectivement, ça m'inquiète. Je me l'explique mal. C'est une question de préparation. Je sais pas. Je peux pas croire que, rendu là, tu prends tes adversaires à légère. Je refuse de croire ça. Puis ce qui m'inquiète, puisque j'ai mentionné des côtés qui m'encourageaient de San Francisco, là, le point qui m'inquiète, c'est que je trouve que la ligne défensive joue clairement pas à la hauteur de son talent jusqu'à maintenant. Jean nous pose la question, comment la couleur des gilets des équipes est-elle décidée au Super Bowl? Et pourquoi les Cowboys et les Dolphins ont-ils tout le temps leur chandail blanc ou si souvent leur chandail blanc? Au Super Bowl, c'est une année, t'as l'équipe de l'AFC qui est considérée comme l'équipe locale parce que c'est tout le temps en terrain neutre, on le sait. Puis l'autre année, c'est l'équipe de la NFC. Cette année, le choix revient aux Chiefs, c'est l'équipe de l'AFC cette année. Et puis, on choisit de mettre leur chandail rouge. Donc, c'est l'équipe locale qui décide de la couleur, bref. Puis écoute, ça donne rien là, de faire des gros pronostics la semaine prochaine, de faire des analyses, de parler des forces en présence. Je te le dis tout de suite, Jean-Nic. 16 des 19 derniers champions du Super Bowl portaient le chandail blanc. Fait qu'écoute, pas d'émission spéciale là, la semaine prochaine. Ça vaut pas la peine, c'est clair. Là, les Niners sont en blanc. On sait qui va gagner. Et voilà. Une dernière question avant le moment Robin, que vous attendez tous, j'en suis certain. C'est Jeff. Là, vous savez qu'à la zone payante, on fait des efforts pour faire certaines thérapies avec des partisans des fois trop émotifs ou des partisans qui prennent tellement leur équipe à cœur qui ont des fois même des chavirent et changent d'équipe ou abandonnent leur équipe. D'ailleurs, tu as écrit un excellent texte là-dessus la semaine passée, un partisan un peu dégoûté des Bills. Et c'est d'ailleurs un partisan des Bills qui nous a écrit une longue lettre ouverte. Puis je vais lire un extrait, parce qu'elle est quand même longue. Je vais lire un extrait, puis j'espère, Jeff, ça va t'aider à passer par-dessus tout ça. On est avec toi. Voilà. Être un partisan des Bills n'a jamais été aussi excitant que lors des dernières années. Ils vont nous décevoir, mais on ne s'ennuie jamais avec les Bills. Pour eux, la défaite, comme la victoire, se vivent dans le drame et l'imprévisibilité. Les Bills on peut aussi aller les voir sans se ruiner et profiter de l'énergie d'une foule pas très élégante, certes, mais vraiment très intense. Ne pensez surtout pas que tous les stades offrent le même genre d'ambiance que celle qu'on retrouve à Buffalo. De grâce, arrêtez de dire que vous pensez changer d'équipe, car ça n'arrivera pas. Tout le monde sait que les partisans des Bills sont les plus fidèles et les plus résistants à la déception de toute la NFL. Si vous avez passé à travers les années 2000-2015 et demeuré partisan, vous n'allez pas abandonner votre équipe maintenant. Pas avec Josh Allen aux commandes. Moi aussi, je me dis parfois, pourquoi je m'impose tout ça? Maintenant, j'ai lâché prise. Comme vous tous, membres de la Bills Mafia, je suis un partisan passionné à vie. Tant qu'à souffrir d'une maladie mentale, autant que ce soit celle-là. Wow, c'est bon! Yes! Salutations à tous les partisans des Bills qui
ont souffert il y a 2 semaines et qui reprennent tranquillement le goût au football et de regarder les matchs. Puis, allez-y aux Bills pendant que c'est... Parce qu'il mentionnait un point, là, JF Dugal, je pense. Il disait, ça coûte pas cher, on se ruine pas encore à l'eau. Bills. 2026, le nouveau stade, la donne va changer un petit peu. C'est malheureux, ça, tout le temps, là. Les gens veulent des beaux stades flambant neufs, pétants de beauté, la nouvelle techno et tout, là, mais ça va devoir se payer, ce stade-là. Tu reconnais ce bruit? Ben écoute, je m'ennuyais du bruit. Cette semaine, là, vraiment, tu me fais plaisir. Tu retrouves ton sifflet, tu retrouves le bruit, le jingle du moment Robin. Je vais partir au Super Bowl, le cœur tout léger, pimpant. Je suis content. Robin nous pose la question, justement, liée au Super Bowl. Pourquoi le Super Bowl n'est pas le premier dimanche du mois de février cette année? Ah ben en fait, ça a toujours été... Jusqu'en 2002, le Super Bowl était joué en janvier. Après ça, c'est vrai que ça a été joué le premier dimanche de février. Ça a commencé ça parce qu'en 2002, la saison 2001, il y a eu les attaques du 11 septembre, là, rappelle-toi. Ce qui fait que ça avait repoussé les matchs d'une semaine. On avait décidé de prendre une pause là au moment des attaques. Puis, à partir de ce moment-là, ben, ce qui ça a fait en sorte, à partir de janvier 2002, c'est que le match a été repoussé à la première semaine de février. Puis, ça a été ça jusqu'à il y a 2 ans, quand la NFL a prolongé son calendrier là, à 17 matchs au lieu de 16. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je la partirais un match de plus. Tôt, moi. Ouais, tu penses? Non, je partirais ça tôt. Moi, là, je trouve que là, tu sais, rendu au mois de septembre, avoir des matchs pré-saison encore, là... Ben, moi, non, j'aime le timing. Tu sais, t'as la fête du travail. Tu sais que quand tu reviens de la fête du travail, la saison commence le jeudi. J'haïs pas en ce moment comment c'est, là. C'est sûr. Puis je pense pas que les gens sont tannés en février, nécessairement. Non. C'est la fin. On se retrouve de l'autre côté pour la chronique au bar. Vous êtes sur la zone payante, c'est le moment de se retrouver au bar. Parce que cette semaine encore, comme à chaque semaine, on amène quelqu'un au bar, un client qui le mérite, parce qu'il a bien fait, ou surtout, plus souvent qu'autrement, mal fait, et ou tout simplement pour souligner quelque chose. Des fois aussi, on a le cœur léger, on veut souligner un bon coup. Ah oui. Mais là, cette semaine, moi, je veux te parler de quelqu'un que je suis tanné, là. Vraiment, là. Non, mais le Kick of Destiny, là. Ah, l'annonce de FanDuel que t'es plus capable de voir, là. Sérieux, là, le botté de Rob Gronkowski, là, on s'en sac-tu plus? Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer quel est l'intérêt de savoir si Rob Gronkowski va réussir un botté? Pas de 40 verges, pas de 50 verges, pas de 60 verges, de 25 verges. 25 verges. Non, mais écoute, là, j'ai déjà vu genre, un gars chaud, nu-pied, à l'Université Laval, réussir le botté Sobase de genre 25 verges, là, en 2002, là. Fait que c'est pas un exploit, là, réussir un botté de 25 verges. En plus, pour un athlète qui plus est, il l'a raté l'année passée. Dans un flop, là. Tu sais, l'année passée, je sais pas si tu te souviens, là, de quelle façon il avait tourné ça. Puis là, pour les gens là, qui me prennent pour un extraterrestre, je sais pas si vous savez un peu de quoi on parle, là, mais Rob Gronkowski est dans une campagne publicitaire pour FanDuel et on doit miser sur le fait s'il va réussir ou non un botté de 25 verges lors du Super Bowl. Et c'était la même chose l'an passé et il avait raté son botté dans une espèce de En plus, c'était même pas live, là, c'était même pas... c'était un genre de terrain, au milieu de nulle part, avec aucun spectateur, sans ambiance. Bref, là, il nous empoisonne avec cette campagne-là depuis déjà 1 semaine et demie. Il y a John Cena, en plus, qui s'est joint à cette campagne-là. Je sais pas ça va être quoi son rôle, mais il y a rien dont je peux plus me sacrer. Bref, j'avoue que Rob Gronkowski, là, je suis pas sûr que je vais tolérer encore 2 semaines d'annonce de FanDuel avec lui pour une
pour en plus un enjeu aussi peu important que la réussite d'un botté de 25 verges. Mais tu prends un risque. C'est quand même un gars qui peut vider notre bar, ça. C'est vrai. Mais ça serait rien si, en plus, j'avais pas su qu'il connaissait pas Journey. Oh. T'as-tu vu ça passer? Non, j'ai pas vu ça passer. Écoute, il était en live avec son équipe. Il était à Fox, lui, ou... Ouais, à Fox. Et là, il y a du Journey qui a commencé à jouer. En fait, non, il disait que Journey allait être qu'il allait faire un spectacle. Bref, il a posé la question, hey, c'est quoi ça, Journey? Là, les gars ont dit, ben voyons, Journey, là, don't stop believing. Fait que là, il dit, ah oui, c'est bon, oui, je pense que je connais Journey. Hey, sérieux, pas connaître Journey, là. Je comprends, là, qu'il y a 35 ans ou il y a pas 14 ans, là, il y a pas 8 ans, là. Je veux dire, il est assez vieux pour connaître Journey sur le doigt, tu sais, je veux dire, rapidement reconnaître une toune de Journey, là. Fait que pour toutes ces raisons, le Rob Gronkowski, je vais l'amener au bar et je vais lui servir justement un cocktail qui s'appelle The Journey. Oh! Je peux aller chercher loin, mais c'était au moins pour qu'il s'en rappelle. 1 once de Bourbon, 1 once de Cointreau, 0.5 once de Calois, puis 5-6 le Dashes Coffee Bitters. C'est des traits de Coffee Bitters. Je connais pas. Moi non plus. J'avoue, est-ce que c'est... On va se renseigner. Un design, 5-6, là. C'est pas comme une, mais 5-6, donc, traits de Coffee Bitters. Alors voilà, mon Rob, va au bar, puis va écouter un peu de Journey, d'ailleurs, au bar. Mets ça dans le jukebox, tu vas voir, il y en a pas mal des bonnes tunes. Vive les années 80. Ah non, là. Non? 90. Moi, il y a un trou, en fait. J'adore les années 60, 70, 90. Il y a un gap. 80. Arrête. Non. It's just a small town girl. Tu m'as perdu, là. Moi, je suis team Rob Gronkowski là-dessus. Ben, là, j'avoue que Journey, c'est quand même pas mon band, là, mais là... Non, mais j'exagère, là. Je connais Journey, mais je veux dire, il y a un gap, là, dans la musique. Pour moi, les années 80, je bug. Je sais pas pourquoi. Synthétiseur, pis tout, là. Ben voyons donc, synthétiseur. Il n'y a pas juste des tunes de synthétiseur des années 80, là. Et là, on va se partir un podcast c'est pas juste de musique. Wham, là. Quand est-ce notre premier podcast de musique, là? It's just a small town girl. Ouais, on pourrait en faire pendant la pause, là. C'est pas fou. L'entre-saison, on va faire un podcast de musique, puis on va, a cappella, entonner nos plus grands succès de notre jeunesse. Ouais. Ça va durer une émission. Un épisode. Il n'y aura pas beaucoup de demandes. Bon, toi, par exemple, qui t'en va au bar, là? Ouais, moi, j'aime ça à ce temps-ci de l'année, qu'on n'oublie pas un événement extrêmement important. Ah oui? Oui, dans le culte autour du football. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ben, quelque chose que tu peux pas manquer, là. Tu sais, écoute, là, quelque chose qui sculpte les légendes, Jean-Nic. Je te parle pas du Super Bowl, là. Ah non? Alors, ce serait Pro peut-être... Bowl. Le Pro Bowl. Comment ai-je pu oublier le Pro Bowl? C'est vrai, c'est en fin de semaine en plus, imagine. Ben, je le savais même plus c'était quand. Écoute, le Pro Bowl, pour moi, c'est devenu, là... Arrêtez-moi ça, tu sais... Ce sont déjà les meilleurs joueurs. C'est déjà mieux les concours d'habileté au sens où la match était tellement ridicule que là, le concours d'habileté, flag football, au moins on reconnaît ce qui était déjà le cas, que c'était déjà du flag football. Là. Ça, ok, mais pour le reste, tout le monde est invité, tout le monde se désiste, tout le monde a un bobo, tout le monde a un empêchement, ce qui fait qu'encore plus de monde est invité, ce qui fait que on se ramasse avec Gardner Minshew comme corps arrière. Oh yeah, Gardner! Excellent. Qu'est-ce que t'as contre Gardner Minshew? Excellent corps arrière. J'ai rien contre Gardner Minshew. Il est fin. Oui. Il a fait la job cette année là, comme backup, là, mais un corps arrière de Pro Bowl, Gardner Minshew, ça peut pas être dans la même phrase. Des excellentes statistiques. 15 passes de toucher. Tu sais, c'est rien contre Gardner Minshew. Il y en a sûrement un ou deux au sol. Je sais pas, probablement. Mais tu peux pas mettre ça dans la même phrase. C'est un sacrilège. Tu sais, avant le Pro Bowl, il y avait un lustre, il y avait quelque chose d'attaché à ça. C'était un honneur, un vrai.
Là, maintenant, tout le monde est invité. L'année passée, il y a eu Tyler Huntley, là. Oublie jamais ça. Jean-Nic. Tu sais, il faut que ça soit gravé, ça, à jamais, dans le Hall of Shame. Là, cette année, Gardner Minshew, c'est mieux, mais c'est pas ça, là. Tu sais, tu comprends, c'est pas un joueur étoile, Gardner Minshew, là. Bon, Gardner Minshew, cette année, écoute, je veux pas te stiner, là, mais il y a eu, alors, j'avoue que son passer rating, 84. Hey, ça, là, c'était un bon passer rating en 1973. Ouais. Bon, les temps changent. Là, tu sais, c'est pas grave, là. Gardner Minshew, je l'aime bien, puis il signerait dans mon équipe comme backup, je serais bien content. Mais Gardner Minshew et Pro Bowl ne peuvent pas faire une phrase, là. Ça se peut pas. Fait que je savais pas trop quoi lui servir, puis j'ai trouvé de quoi de drôle vu que je m'en vais à Las Vegas. Je me suis dit, tiens, ça n'a pas rapport à Minshew nécessairement, mais j'avais le goût de rire un peu avec toi parce que je pars à Vegas, puis ça a l'air qu'il y a un cocktail célèbre là-bas. Ça doit être pour des mauvaises raisons, là, je peux pas croire. Il y a même pas 200 verges de moyenne par match. Arc. Non, tu sais, c'est ça, là. Toi, tu viens-tu en passant là, me rejoindre à Vegas? Ça serait drôle, hein? Hey, toi, tu m'énerves avec ça, là. Tu pars quand? Ben moi, je pars dimanche pour être opérationnel là-bas, là, rapidement, tôt, faire une bonne semaine. Puis il y a de la place toute, là, je t'invite, mais... Ben là, on va coucher dans le même lit? Non, là, j'ai réglé ça, là, j'aurai un divan-lit, là, parfait. OK. Là. On me dit qu'il est confortable. Puis les billets, c'est combien à peu près cette année? Les billets pour aller voir le match? Ouais. Ben là, écoute, il y en a d'affichés à 26 000, la paire. OK. Fait que tu t'en tires pas en bas de, mettons, peut-être un billet seul là, perdu à 10-12 000 US. Je suis content d'être accrédité, je vais te dire ça comme ça. Mais pour toi, mettons que, OK, tu sais, si on réussit à te prendre un billet, je comprends que c'est cher, mais... Non, parce que tu comprends que si je m'achète un billet à 12 000 $, j'irai pas fourrer le chien sur ton divan-lit dans ta chambre d'hôtel. Là. Je pense que je vais être capable de me payer une chambre d'hôtel à 500 $ la nuit tant qu'à ça. Là. Ouais, c'est pas là que je vais sauver. Tu fais comme tout le monde qui s'en va au Super Bowl. Tout le monde fait ça. Là. Tu prends les rayas de tes enfants, tu ressors ça, puis... C'est pas fou. Là. Puis, idéalement, tu l'annonces après à ta blonde pour pas qu'elle t'empêche de le faire à l'aller. Ça, c'est un bon plan, ça. Oui. Mais écoute, le monde va nous trouver épais. Là. C'est pas vrai qu'on ferait ça, là. Non, là, mais c'est sûr que c'est tentant à chaque année que j'ai d'aller au Super Bowl. Parce que de toute façon, je me dis, je vais attendre que les Dolphins y aillent. Ça devrait être l'année prochaine. Ben, écoute, je te laisse... ça chaque année depuis 25 ans. Ouais, there's always next year. Mais, exact. Écoute, pour te convaincre de venir, c'est ça, le cocktail qu'on sert, qu'on va boire ensemble avec Gardner Minshew, qui n'a pas rapport nécessairement à son invitation au Pro Bowl, mais vu que ça se sert à Vegas seulement en exclusivité, dans un endroit qui s'appelle, selon ce que j'ai vu, le Double Down Saloon à Las Vegas. Et on sert ce qu'on appelle un succulent Ass Juice Cocktail. Et c'est servi, semble-t-il, dans un verre qui a la forme d'une mini-toilette. Et la recette est secrète. On ne dit pas c'est quoi la recette, donc je peux pas te dire les ingrédients, malheureusement, mais je t'invite, on va être avec Gardner Minshew, puis on va boire un Ass Juice Cocktail. On pourrait même s'en ramener un deuxième et le boire dans ton divan-lit. Stéphane, je t'ai dit qu'on était maintenant diffusé sur Cube, à la télé. Et là, tu invites les auditeurs à boire un cocktail dont je n'oserais répéter le nom. Là. On va pas le traduire. Les gens feront des recherches. Google Translate. Bon voyage à Las Vegas. On va se reparler la semaine prochaine. Tu vas nous dire un peu ce qui se passe à Las Vegas en vue du match du 11 février. On va pouvoir faire nos prédictions d'ailleurs là, dans ce Super Bowl. On va parler des forces en présence. Bon voyage. Je vais regarder encore les billets d'avion, voir si je m'en vais te rejoindre sur ton divan-lit. Je dis pas non. Ah ouais donc. OK. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone Payante. Bye bye.